culture cellulaire est très importante en biologie cellulaire, car elle permet d'étudier à la fois la structure et la fonction des cellules, de disséquer les mécanismes, les molécules, les voies de signalisation, les relations entre les cellules. La culture cellulaire peut être simple, si elle ne concerne qu'un type cellulaire en culture, ou associer différents types cellulaires. Ces cellules peuvent également être cultivées en 3 dimensions pour reproduire de façon simplifiée l'organisation d'un tissu riche en interactions cellulaires. En 1907, a été réalisée la première expérience de culture pour régler une controverse en neurologie. L'hypothèse à vérifier est la doctrine neuronale, selon laquelle chaque fibre nerveuse est une excroissance d'une cellule nerveuse unique et non le produit de la fusion de nombreuses cellules. Cette hypothèse nécessitait une démonstration. Pour cela, des petits fragments de moelle épinière ont été mis dans une chambre de culture chaude en milieu humide et observés à intervalles réguliers. L'observation de longs et minces prolongements émis par chaque cellule nerveuse individuelle a permis de vérifier l'hypothèse neuronale. Cette expérience constitue la naissance de la culture cellulaire. Au début, on réalisait plutôt des cultures organotypiques, de tissus ou fragments, qui sont maintenus en survie dans un milieu de culture. Puis ensuite, on a isolé les cellules avant de les mettre en culture. La cohésion des cellules d'un tissu dépend des molécules d'adhérence cellulaire aux cellules ainsi qu'à la matrice extracellulaire. La cohésion des cellules d'un tissu dépend des molécules d'adhérence aux autres cellules et à la matrice extracellulaire. Pour isoler les cellules, il faut rompre ces liaisons. On peut réaliser une dissociation mécanique avec un scalpel, un poteur, enzymatique avec de la trypsine ou de la collagénase qui dégrade les protéines d'adhérence, de l'EDTA qui est un chélateur de calcium qui va donc inhiber la fonction des molécules d'adhérence. On obtient alors des cellules isolées les unes des autres en suspension. Il y a alors la possibilité de faire une sélection d'un type cellulaire avant la mise en culture. On peut utiliser des critères physiques comme la taille des cellules, ça c'est utilisable en FACS, la densité avec des gradients de polysaccharides comme le lymphoprep qui permet la purification des lymphocytes à partir du sang, des critères fonctionnels comme l'adhérence rapide à un support en plastique ou en verre pour les macrophages. En effet, les macrophages contenus dans une suspension cellulaire complexe vont adhérer rapidement à une surface en verre ou plastique. On peut alors dépléter les macrophages de la population totale ou enrichir en macrophages en ne mettant en culture que les cellules adhérentes. Enfin, on peut utiliser des critères immunologiques que l'on va voir. On sélectionne, donc on piège, les cellules grâce à l'expression d'antigènes particuliers. Pour cela, il faut évidemment disposer d'anticorps dirigés contre ces antigènes. L'anticorps est fixé à une microbille métallique susceptible d'être attrapée avec un aimant. L'exemple qui est donné ici correspond à une sélection avec un anticorps primaire dirigé contre l'antigène d'intérêt et un anticorps secondaire couplé à une microbille reconnaissant le premier anticorps. Les cellules exprimant l'antigène seront associées à une ou plusieurs billes, ce qui permettra leur capture dans un champ magnétique. Cette méthode n'a quasiment aucune limite dès lors que l'on dispose d'anticorps adéquats. Il est important de noter que cette méthode permet soit de purifier les cellules, soit au contraire de les soustraire, donc réaliser une déplétion d'une population que l'on cherche à étudier. La sélection est donc positive ou négative. La culture primaire correspond à des cellules préparées directement à partir des tissus d'un organisme. Les cellules issues du tissu, avec ou sans isolement, sont mises en culture. La culture secondaire est toute culture établie à partir du prélèvement de cellules de la culture primaire. Cette notion de culture secondaire s'applique également aux cultures successives postérieures. Lors du prélèvement des cellules, il est possible de les cloner. On met alors en culture une cellule unique. La population cellulaire dérive de cette cellule unique par division successive. La population clonale est homogène, les cellules ont un patrimoine génomique strictement identique et un phénotype très proche. Pourquoi faire la distinction entre culture primaire et secondaire? Les cellules normales, mises en culture, perdent assez rapidement certains critères de différenciation qui les caractérisent. Perte de l'expression de certaines protéines et donc de fonctions associées. Plus la culture est précoce, plus elle représente les cellules telles qu'on les trouve dans l'organisme. Il est donc important de définir ici la notion de passage. Un passage correspond à prendre des cellules dans une boîte
et de les réensemencer dans une autre boîte. Les passages sont généralement réalisés lorsque les cellules se sont tellement développées qu'elles ont colonisé toute la surface de la boîte. On dit alors que la culture est confluente. Plus il y a de passages, plus la cellule a été manipulée, plus la cellule est distante de la cellule d'origine. Les cellules sont observées au microscope, le plus souvent avec un microscope à contraste de phase. Les cellules sont donc regardées par transparence. On peut coupler un appareil photo ou une caméra au microscope afin de faire des prises de vue. Vous avez ici l'exemple des cellules HeLa, qui sont des cellules cancéreuses, observées en contraste de phase, qui fait apparaître les zones denses et sombres. On voit le noyau avec 1 à 2 voire 3 nucléoles, des granules dans le cytoplasme. On peut observer également des cellules en division. En bas à gauche, 2 cellules rondes et réfringentes, donc brillantes, sont déjà séparées. Au milieu, une cellule en division avec la plaque métaphasique, la cellule est arrondie. Toutes les cellules qui se divisent se détachent partiellement de leur substrat, s'arrondissent pour réaliser la cytokinèse. On peut observer les cellules alors qu'elles sont vivantes en microscopie à contraste de phase. Mais si on veut analyser davantage la structure cellulaire, par exemple en immunofluorescence, il faut préalablement fixer, donc tuer, les cellules. On a utilisé ici des anticorps dirigés contre différents constituants de la cellule pour les mettre en évidence. Des fluorophores différents ont été couplés à chaque anticorps. La culture s'effectue toujours en milieu liquide, habituellement en présence de 5% de CO2. Concernant le milieu de culture, l'évolution des milieux de culture s'est faite de façon empirique. Le milieu de culture possède les mêmes caractéristiques physico-chimiques que celles du milieu intérieur. Il permet le maintien du pH et de la force ionique. C'est donc une solution saline tamponnée. Ce milieu de base assure uniquement la viabilité cellulaire, leur survie dans un temps bref, de quelques heures environ. Le milieu de base contient également des sels, du glucose, des vitamines, des acides aminés, les 10 acides aminés essentiels non synthétisés par les vertébrés que sont l'arginine, l'histidine, l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et la valine. 2 autres acides aminés doivent être ajoutés car ils sont produits par des cellules spécialisées de l'organisme. La tyrosine par le foie, la glutamine par le foie et le rein. Il est essentiel d'ajouter ces acides aminés pour tous les autres types de cellules. La composition de cette base est très précisément connue. Généralement, on ajoute une fraction non définie, environ 10% du volume de sérum, généralement de veau fœtal ou de cheval. Le sérum contient une grande quantité de protéines, dont des facteurs de croissance. C'est dans un tel milieu que sont effectuées généralement les cultures de cellules animales et humaines aujourd'hui. Si on envisage une application clinique des cultures, on ne peut pas se permettre d'ajouter du sérum animal. On ne peut concevoir, par exemple, de greffer des cellules à un patient si elles ont été en contact avec des protéines d'origine animale. On utilise donc un milieu de culture défini, dont la composition est précisément connue. Ils ne contiennent aucun extrait tissulaire, mais certaines protéines connues en quantité connue. Par exemple, la transférine qui est essentielle pour le transport du fer dans les cellules et l'insuline. Enfin, la plupart des types cellulaires nécessitent la présence d'au moins un facteur de croissance pour se développer. Ce sont des facteurs de croissance trophiques, donc comme le VEGF pour les cellules endothéliales, le NGF pour les cellules neuronales, l'érythropoïétine pour la lignée érythrocytaire, l'IL2 pour les lymphocytes, etc. On peut également ajouter des antibiotiques comme la streptomycine, la pénicilline, afin d'empêcher le développement de bactéries dans la culture cellulaire. Enfin, les cellules sont généralement sur un support solide. In vivo, les cellules sont adhérentes à la matrice extracellulaire que les cellules sécrètent. Cette matrice permet la survie, sinon il y a anoïcose, la différenciation appropriée ou la migration des cellules. Donc généralement, les cellules en culture doivent adhérer à un support qui ressemble à la matrice extracellulaire à laquelle elles sont associées in situ. C'est le cas des cellules épithéliales, endothéliales, les fibroblastes. Bien sûr, il y a l'exception des cellules hématopoïétiques et des lymphocytes. Les boîtes de culture, toutefois, sont en plastique. Certaines cellules ne peuvent adhérer directement à ce plastique de la boîte de culture. D'autres y adhèrent, mais ne peuvent pas se différencier sur ce support. On dépose donc parfois des protéines sur le fond de la boîte, du collagène ou de la gélatine qui est un collagène dénaturé, de la fibronectine qui est une
enfin des protéines de la lame basale. Par exemple, les cellules endothéliales microvasculaires se développent très mal si elles ne sont pas placées sur du collagène 1 ou de la fibronectine. À l'opposé, les macrophages peuvent être cultivés sur tout type de matrice ou même en absence de matrice. Les cellules normales mises en culture meurent après un certain nombre de passages. Les cellules de peau humaine peuvent se diviser 50 à 100 fois en culture avant de mourir, c'est ce que l'on appelle la sénescence mitotique. Dans ce graphique, on représente la croissance cellulaire, donc le nombre de divisions, en fonction du temps. Dans une première phase, les cellules croissent de mieux en mieux au fur et à mesure qu'elles s'adaptent aux conditions de culture. La croissance stagne, c'est-à-dire que les divisions sont en nombre constant, la population continue donc à augmenter. Au cours de la troisième phase, les divisions cellulaires s'arrêtent, la population disparaît au rythme de la mort des cellules. Parfois, une cellule est modifiée en culture et continue à se diviser indéfiniment. Elles ont subi un processus d'immortalisation qui correspond à la perte du contrôle de la division cellulaire. Ces cellules immortelles en culture sont appelées lignées cellulaires continues. On peut immortaliser des cellules normales en leur faisant exprimer un oncogène comme SV40 ou la protéine MYC. Une cellule immortalisée réinjectée chez un animal n'induit pas la formation d'une tumeur. Son déficit ne concerne que la régulation de la division. Ce n'est pas encore une cellule tumorale. Ces cellules immortalisées peuvent accumuler d'autres modifications encore, ce qui peut permettre alors de former une tumeur lorsqu'elles sont implantées chez l'animal. Celles qui forment des tumeurs sont dites transformées. La lignée la mieux connue dans les laboratoires est la lignée cellulaire LA. Elle provient d'une patiente, Henrietta Lacks. Ce sont des cellules tumorales épithéliales du col utérin prélevées en 1951. La patiente est morte 8 mois plus tard. Ces cellules sont retrouvées aujourd'hui dans tous les laboratoires de recherche du monde, ce qui permet de disposer d'un modèle unique, comparable, d'un laboratoire à l'autre. Nous retrouvons donc 3 types de cellules normales, immortalisées et transformées. Elles se distinguent sur plusieurs critères que l'on va aborder en considérant les cellules normales. Les cellules normales en culture ont un nombre limité de divisions. Elles sont dépendantes de l'ancrage à un support solide, sinon elles meurent par apoptose, c'est une apoptose appelée anoïcose. Elles sont dépendantes de facteurs de croissance, donc de facteurs trophiques. Leur croissance est inhibée par le contact entre elles. Elles cessent donc de proliférer une fois à confluence. Par opposition, les cellules transformées ne respectent aucune de ces règles. Les cellules immortalisées ont un comportement intermédiaire entre les cellules normales et les cellules transformées. La seule différence absolue entre les cellules normales et immortalisées est le nombre de divisions, défini pour les premières, sans limite pour les secondes. Par contre, les cellules immortalisées présentent plus ou moins d'indépendance d'ancrage vis-à-vis des facteurs de croissance ou d'inhibition de contact. Il est important de noter qu'une cellule transformée est l'équivalent d'une cellule tumorale, c'est-à-dire qu'elle est capable de générer une tumeur chez un animal immunodéficient, alors qu'une cellule immortalisée est trop peu altérée pour cela. Nous allons voir à présent ce que peut donner la culture de cellules humaines dérivées de moelle osseuse. En bas à gauche, en contraste de phase, vous voyez de nombreuses cellules avec des noyaux visibles présentant 1 à 2 nucléoles. On peut mettre en évidence certains composants spécifiques exprimés par certaines cellules ou marqueurs. On s'intéresse particulièrement ici aux cellules endothéliales. En haut à gauche, le facteur de von Willebrand est produit par les cellules endothéliales et les mégacaryocytes. C'est le facteur 8 de la coagulation sanguine. Il est mis en évidence grâce à un anticorps spécifique couplé à un fluorochrome. Le facteur de von Willebrand est retrouvé dans le cytoplasme. On observe ici l'alignement d'une douzaine de cellules allongées, dont le noyau apparaît en négatif. En haut à droite, les cellules endothéliales expriment des résidus fucose dans la partie glucidique de certaines protéines membranaires. Les résidus fucose sont reconnus par une lectine d'origine végétale, UEA1, ici couplée à un fluorochrome. Ce marqueur permet de visualiser les cellules endothéliales. En bas à droite, on utilise un anticorps anti-collagène 4. La lame basale séparant les cellules endothéliales qui constituent l'intima des cellules musculaires des vaisseaux est composée entre autres de collagène 4. On voit ici que ce collagène est également produit en culture et forme une gaine autour des cellules endothéliales. D'autres analyses en microscopie électronique montrent que ces structures sont perforées d'une lumière discontinue.
La culture est établie à partir d'un prélèvement de moelle osseuse sans sélection cellulaire au préalable. Deux types cellulaires sont majoritairement retrouvés, les cellules endothéliales et les cellules mésenchymateuses. En A, on voit des cellules endothéliales, alignées, marquées avec le facteur de von Willebrand. On réalise un comarquage avec un second fluorochrome de l'actine du muscle lisse exprimée par les cellules musculaires lisses différenciées, qui entourent les vaisseaux. L'actine est une protéine du squelette, impliquée dans la morphologie de la cellule et dans sa fonction, dans la contraction. Les cellules exprimant l'actine sont retrouvées au contact des cellules endothéliales uniquement. En fait, les cellules mésenchymateuses se différencient en cellules musculaires lisses au contact des cellules endothéliales. En conclusion, cette culture comprend des cellules endothéliales qui s'alignent, sont entourées de protéines de la lame basale, se creusent d'une lumière, sont associées à des cellules musculaires lisses. C'est globalement la structure d'un vaisseau sanguin. Cette culture peut donc constituer un modèle d'étude de la croissance vasculaire ou angiogenèse in vitro. Cette diapositive illustre la possibilité de réaliser des cultures de cellules à partir de prélèvements réalisés sur les patients au bloc opératoire. Les patients du bloc de neurochirurgie opérés pour des tumeurs cérébrales sont prélevés. Les prélèvements sont mis en culture pour obtenir un matériel biologique exploitable. On peut ainsi obtenir une meilleure définition de la biologie des cellules de cette tumeur. On pourrait également envisager une aide au diagnostic, au pronostic, par exemple faire des essais in vitro de différentes chimiothérapies ou autres thérapies afin d'optimiser la prise en charge du patient.